bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition des Carrefours de l'IA sur le secteur de l'aéro au sens large. Et donc ce n'est pas la première fois que Anthony ou Michel Stassard nous rejoint pour les Carrefours de l'IA, ils sont même très, très bridés. Alors, juste un petit mot de contexte comme à chaque carrefour. Donc les carrefours de l'IA, ce sont des webinaires anciennement mensuels. Aujourd'hui, on les décline à raison de 1 à 2 fois par mois et qui ont toujours lieu le troisième mercredi du mois de 9 à 10 heures. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du programme digital Wallonia for AI, qui est la stratégie régionale en intelligence artificielle de la Wallonie. Et c'est organisé en partenariat avec Trail, qui rassemble, c'est un consortium qui rassemble les universités, les centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également en partenariat avec AI for Belgium, qui est un partenaire historique de Digital Wallonia for AI, avec l'AWEX, qui implique, aujourd'hui, malheureusement, on a eu une annulation d'une certaine manière du Hub Digital Wallonia de Londres, pour tout simplement des petits soucis, car c'est Baudouin de Hampton qui reprend le Hub Digital Wallonia de Londres, mais normalement c'est un Hub Digital Wallonia qui intervient également, et donc en partenariat avec la WEX, et évidemment avec le soutien du service public wallon, et dans ce cas-ci, merci à Skywin d'être aussi présent. Alors, Anthony, hop, je me permets de t'introduire avant que tu puisses introduire toi-même la session. Donc, et je vous rappelle aussi, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Certaines questions seront sélectionnées. Je vous invite aussi à couper le micro et donc les questions seront sélectionnées. Je reviens aussi sur mon propos précédent. Donc, les questions sont sélectionnées et adressées en fin de webinaire si nous avons le temps. Donc, coupez bien vos micros, vos caméras. On laisse la priorité à l'instant à Anthony Bievelez, qui est Project Manager chez Skywin depuis 2 ans. Alors, ton rôle, Anthony, c'est de faciliter les projets de R&D dans le domaine de l'aéronautique et des drones en Wallonie, en Belgique et même à l'international. Alors, tu es également fondateur de TechBand qui vise à connecter les PME technologiques de Wallonie en leur offrant une visibilité sur le marché et en détectant les opportunités techniques et commerciales. Avant ça, tu étais Project Manager chez WSL et tu gérais un Fab Space. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Anthony, je te laisse la parole. Merci Antoine. Oui, bien sûr. Donc là, je parle principalement bien sûr au nom de Skywin, qui est l'intérêt principal de l'activité d'aujourd'hui. Je vais poser peut-être Skywin en 2 mots pour les gens qui ne connaîtraient pas. Qui vient tout de suite. Donc Skywin est un des clusters wallons qui s'occupe d'innovation technologique, spécialement dans le domaine de l'aéro, du spatial et des drones. Excusez-moi. Le cadre principal, évidemment, c'est de représenter les entreprises, PME, centres de recherche et universités que nous représentons, environ 150 entités. Vous voyez, un secteur environ 7500 emplois. Bien sûr, des secteurs spécifiques qui sont historiquement aéro et spatial, mais bien sûr les drones récemment, et Emilien est là pour en témoigner avec des collaborations et des projets qui augmentent dans le domaine. Environ 15 membres pour l'instant dans les drones. Donc il y a des fabricants, peut-être les plus connus sont ALX et Flying Cam au niveau des OEM, donc des créateurs de drones en tant que tels, mais alors bien sûr également des participants à la chaîne de valeur drone, certainement au niveau de l'électronique embarquée, des capteurs et du travail sur les données. Une des particularités de Skywin, évidemment, dans le cadre du plan Marshall, est de supporter des projets de R&D collaborative. Alors ici, nous avons une introduction sur, par exemple, le monde de l'IA et le lien avec les drones et l'aéro. Dans la gradation des différents projets possibles, sur d'abord les StartIA qui peut être une prise de contact. Il y a plusieurs formules proposées par Digital Wallonia dans ce cadre-là, mais au-delà de ça, si vraiment un projet de recherche peut aboutir, Skywin peut également l'accompagner. Dans des TRL un peu plus élevés évidemment que des POC ou des diagnostics de base, mais sur des budgets beaucoup plus importants dans ce cas-là. Plus d'informations bien sûr sur notre site skywin.be et vous pouvez aller voir aussi wallonia.aero qui reprend quelques
présentation sympathique au niveau aéro. Dans le cadre spécifiquement de l'IA dans Skywind, il y a déjà des projets en fait qui intègrent l'intelligence artificielle, donc des entreprises qui ont déjà passé le pas et qui sont en phase de développer soit des services ou des produits utilisant l'intelligence artificielle ou ses déclinaisons en machine learning. Enfin, il y a plusieurs niveaux aussi technologiques méthodes qu'on peut mettre en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle l'IA en général. Un des projets intéressants est, par exemple, dans le cadre, dans les plus évidents, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des données d'observation de la Terre. Donc ça, c'est du spatial. Aerospace Lab est une entreprise aussi qu'on connaît bien, qui là, c'est non seulement un projet, mais c'est son cœur business que d'utiliser les données de l'observation de la Terre et de les intégrer dans un business model qui fonctionne, qui vend déjà. Donc c'est déjà sur le marché. Dans d'autres domaines, dans l'aéro par exemple, l'utilisation de l'IA pour étudier la façon de mettre en œuvre et de faire de la rétroaction dans des machines qui mettent en œuvre du composite. Donc vraiment une possibilité là vraiment industrielle, matérielle, mais qui utilise les données des machines pour mieux maîtriser les process et aller vers, dans ce cas-ci, le zéro déchet ou la prédiction parfaite de la mise en œuvre. Voilà pour Skywind, voilà pour la méthode de Skywind. Je pense que je vais pouvoir passer la main à Emilien s'il veut bien nous rejoindre en caméra peut-être et en présentation également. Je suis là. Voilà Emilien. Donc Emilien Watley, avec qui j'ai l'honneur de collaborer spécifiquement et récemment sur un projet européen dans le cadre des drones, qu'il a mais pas spécialement l'axe sur l'IA, mais qui m'a donné l'occasion d'aller voir le Chili la semaine passée. Et dans ce cadre-là spécifiquement, j'ai eu l'occasion de rencontrer une entreprise, c'est une première même pour Emilien, qui met en œuvre justement dans le cadre de l'agriculture la reconnaissance automatique. Le Chili est un très, très grand pays avec des grandes cultures et dans ce cadre-là, la sécurité et la protection justement de ces espaces avec les espaces citadins qui commencent à augmenter et les vols, pour dire les intrusions sur les territoires et les vols de matière. Donc j'ai vu en application une reconnaissance automatique de piétons, de véhicules par drone. Donc la gestion directe des images dynamiques d'un drone, un centre de calcul qui est situé pas très loin et qui peut analyser en live sans besoin d'Internet. En fait, et ça, c'est évidemment un intérêt au niveau télécom. Et donc, qui assure en tout cas une alerte générée dans le cadre de l'augmentation de la sécurité de ces territoires. Donc, Emilien, qui est directeur d'ID2Move, situé à Nivelles chez Capinov, qui, lui, certainement est un cumulateur de casquettes et non des moindres. Donc, une présence forte donc, chez ID2Move en tant que directeur, qui est le centre d'excellence de référence en Europe pour les systèmes autonomes terrestres aériens, donc les drones UAV et maritimes, des partenariats dans l'Europe entière au niveau des centres de tests de différents types. Également membre du comité des directeurs de l'EBN, donc c'est l'European Business and Innovation Centers Network, et il est président du groupe sectoriel UE Aéronautique, Espace et Défense. Vous savez peut-être que sa passion ne se limite pas aux systèmes autonomes aériens, puisqu'il est aussi administrateur de l'ASBL Namur Events, qui organise par exemple à Namur, la Namur capitale de la bière et d'autres événements du genre, un fameux zytologue. Son intervention, les drones et l'IA, quand l'artificiel devient réel. À toi, Emilien. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous parler de bière aujourd'hui, il est un peu tôt. Mais donc, l'objectif est en quelques minutes de pouvoir passer en revue ce qu'on appelle un drone et finalement comment ce système autonome, de manière plus large, peuvent s'intégrer avec l'intelligence artificielle. Je vais d'abord vous donner un petit mot d'explication sur ID2Move. Et puis, le but, c'est de vous montrer des exemples, de juste stimuler un peu l'esprit et de se dire, tiens, finalement, est-ce que ce genre d'initiative, ce genre d'outil pourrait être utile dans mon quotidien en tant que chef d'entreprise, responsable d'un centre de recherche ou chercheur universitaire, par exemple. Alors, comme l'a dit Anthony, ID2Move se positionne sur 3 types de systèmes autonomes. Donc, les systèmes volants, qu'on appelle couramment les drones, les systèmes sols, tout ce qui est voitures intelligentes et robots, et puis les systèmes aquatiques qui puissent être sur l'eau ou sous l'eau.
Je vous donnerai quelques exemples là aussi après. Alors, on prétend être la zone de test pour le système autonome la plus diversifiée et la mieux équipée d'Europe. Alors, pourquoi cette prétention? Premièrement, parce qu'elle est vraie, et deuxièmement, parce qu'on a en fait, pour les 3 niveaux de système autonome que je viens de vous présenter, des zones de test aussi bien artificielles que naturelles. Essentiellement à Nivelles, mais aussi une du côté de Liège, une à Philippeville et une en province de Luxembourg. Ça veut dire qu'on met à disposition des entreprises qui le souhaitent un environnement qui leur permette de tester des nouvelles machines, des nouvelles applications, des nouveaux capteurs, des nouveaux logiciels, tout ça dans un environnement qui est proche de conditions réelles d'utilisation sans être directement confronté à la population, par exemple. On a 3 axes. Je vous parlais du testing avec les zones de test. On a aussi toute une partie coaching. Donc là, ce sont les entreprises qui sont actives dans le monde des systèmes autonomes et qui sont dans une phase de développement, peu importe le type de développement, internationalisation, levée de fonds, diversification. Mais aussi l'accompagnement d'entreprises qui ne sont pas dans le monde des systèmes autonomes, mais qui souhaitent voir la pertinence de l'intégration d'un système autonome dans leur business quotidien. Là aussi, j'ai quelques exemples que je vous donnerai tout à l'heure. Et puis la troisième partie, c'est un centre de prototypage. Bon, vous connaissez sans doute les Fab Labs et autres. C'est le même type de structure, mais avec des machines vraiment spécifiques pour le développement plutôt orienté aéronautique et systèmes autonomes, avec des imprimantes 3D à poudre, par exemple. Alors, juste un petit mot sur finalement qu'est-ce qu'un drone, parce que vous avez sans doute tous une image qui vous vient en tête quand on parle de drone, et en effet, ça peut être plusieurs choses différentes. Ça peut être le drone jouet que vous avez offert à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, lors des dernières festivités patronales, où c'est des drones qu'on peut trouver dans les moindres magasins de jouets pour quelques dizaines d'euros. Pour d'autres, peut-être un peu plus geek, ça sera ce qu'on appelle les vols FPV. Donc, c'est ces fameuses lunettes qui permettent de récupérer l'image qui est sur le drone directement. Donc, c'est comme si vous étiez embarqué dans le drone. Et ça commence à se populariser avec des courses également, des courses de drone. Et donc, on amène vraiment ce côté technique, technologique, où on va développer sa propre machine volante pour l'inscrire dans des courses. Ça s'appelle FPV. Puis vous avez des drones qui sont peut-être plus connus, avec des gammes de prix qui sont supérieures, mais qu'on trouve aussi accessibles dans certains magasins d'électroménager et de hi-fi. Distinction importante à faire aussi, on a ce qu'on appelle les multicoptères, donc c'est le fameux drone à hélice, et puis les ailes fixes, donc qui ressemblent à un petit avion miniature. Donc ce sont 2 types d'usages différents, mais dans la terminologie drone, les deux s'y retrouvent. Alors pour les fans de cinéma, il y a aussi des films où on parle du drone, et plutôt avec des applications militaires qui ne font pas forcément sourire. Mais c'est aussi un des axes qui est très important au niveau du développement du drone, c'est le dynamisme au niveau de la défense qui, là aussi, pousse la technologie un pas plus loin. Et donc la photo du centre, c'est le fameux drone, futur drone de l'armée belge qui doit arriver en 2024. Et donc, vous voyez qu'on est très loin, là, évidemment, du drone jouet à 20 euros. Alors, un des constats, c'est que même si on ne les voit pas au-dessus de nos têtes en permanence, le drone est partout. Et de plus en plus, on utilise le système autonome comme un outil pour améliorer une situation existante, pour avoir plus de précision, pour accéder à des endroits qui sont difficilement accessibles, ou tout simplement pour diminuer le risque humain pour des prestations dans des endroits qui peuvent être dangereux. Alors, quelques exemples, puisque c'est le but de ce matin, et vous allez voir que l'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de l'intelligence artificielle, mais vous allez voir qu'elle est disponible déjà à certains endroits, mais qu'elle est aussi à développer dans d'autres domaines. Premier cas d'usage, le domaine de la construction, de manière générale. Le drone est utilisé sur des énormes chantiers pour pouvoir monitorer un peu l'évolution de ce chantier. Et un premier exemple d'analyse d'image et donc d'intelligence artificielle, c'est la reconnaissance de tout ce qui circule sur un chantier. Une caméra fixée sur un drone doit en permanence pouvoir faire une distinction entre un camion, une voiture, un piéton et un amas de matières premières nécessaires à la construction. Ça va permettre de gérer le chantier d'une manière optimale et de s'assurer que toutes les personnes sont à l'endroit où elles sont prévues d'être. Autre exemple, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc, on va reconstituer en 3D une image globale à partir d'une multitude de photos
mises côte à côte. Donc là aussi, vous imaginez bien que les raccords entre les photos ne se font pas à la main et à l'œil nu, mais nécessitent des logiciels et une certaine forme d'intelligence artificielle pour reconstituer ce genre d'image. Donc là, on est sur un environnement extérieur type carrière, mais on l'utilise aussi pour des bâtiments historiques. Donc on va pouvoir prendre une information sur une façade, un bâtiment par ici, et la précision de l'image va permettre surtout de retourner dans cette image, rechercher de l'information sans devoir se rendre sur place. Donc ça, c'est assez bien utilisé, évidemment en architecture, mais aussi en conservation du patrimoine. Toujours dans le domaine lié à la construction, on va pouvoir faire des analyses d'accotement routier avant une construction ou une rénovation. Donc, le but, c'est d'aller chercher une information aérienne sur des passages de cours d'eau, de canalisation qui pourraient, à terme, à court ou moyen terme, affaisser la route et donc poser certains problèmes. Et donc, là, grâce à des drones et à un certain type de caméras, on peut aussi aller chercher cette information. Donc là aussi, l'information vient d'un aspect d'une machine technique, un capteur, une caméra, un laser, mais il faut de l'intelligence artificielle derrière pour traiter cette information. Autre exemple, avec de la détection de problèmes sur des canalisations, peu importe le type de canalisation. Et donc là, on va envoyer un laser qui va récupérer une image et qui va pouvoir informer d'un problème. Alors, donc là, même chose, vous imaginez le nombre de kilomètres de pipeline qu'on peut avoir en dessous de nos pieds. On peut mettre une personne devant son écran et la laisser regarder centimètre par centimètre si elle détecte un problème. Mais le but, c'est de pré-traiter cette information, de repérer grâce à l'intelligence artificielle des problèmes qui seront après analysés par un expert dans le domaine. Autre exemple et autre domaine qui a déjà pas mal intégré le système autonome, c'est l'agriculture. Alors, il y a évidemment des questions légales par rapport à l'épandage, par exemple, mais beaucoup d'informations peuvent être retirées. Là aussi, à travers des capteurs, c'est très bien de savoir en temps réel ou pas qu'on a un manque d'azote sur cette parcelle-là, mais derrière, il faut pouvoir agir et pouvoir transférer cette information à un tracteur et à un fermier qui va pouvoir prendre des dispositions. Alors, je vous ai simplement mis deux exemples d'entreprises wallonnes qui travaillent dans ces technologies, donc Hello-Drone qui est à Liège et le Centre de recherche agricole wallon qui a une unité drone et qui essaye de développer des solutions à destination des agriculteurs. Autre domaine où le drone volant essentiellement est déjà pas mal utilisé, c'est le domaine évidemment médical, aussi pour une question d'acceptance publique. Personne n'a envie de voir passer des drones Zalando au-dessus de sa tête ou de son jardin en permanence. Par contre, si c'est pour sauver des vies ou aider certaines personnes en difficulté, c'est plus acceptable. Et donc, on a déjà des exemples qui sont faits au Canada avec du transport d'organes. La photo en bas à gauche, c'est au Portugal, c'est du transport de médicaments en urgence dans les maisons de repos. Et la société H-Drone, qui est en France, vise à médicaliser des zones reculées qui n'ont pas accès, ou en tout cas pas facilement, aux hôpitaux ou aux pharmacies. Donc, il y a tout un dynamisme aussi qui se fait à travers la livraison d'objets médicaux par drone, mais là aussi, on parle d'intégration dans un monde aérien avec des difficultés, avec des obstacles, etc. Et donc, là aussi, l'intelligence embarquée est hyper importante pour pouvoir mener un déplacement à bien. Alors, comme toute nouvelle technologie a ses avantages, elle développe aussi des inconvénients. On le connaît tous avec l'informatique depuis des années. Dans le monde du drone, c'est un peu la même chose. Donc, on a aussi énormément de drones non souhaités, qu'ils le soient de manière volontaire ou de manière involontaire. Et donc, les technologies, là aussi, se développent pour contrer ces drones non désirés. Alors, je ne vais pas passer par des solutions comme le bazooka que vous voyez en haut à droite, qui est un bazooka qui lance des filets de l'armée américaine, ou par FN Herstal qui a décliné certaines tourelles de chars pour éliminer certains drones. L'intelligence artificielle dans ce domaine-là est assez limitée, mais par contre, il y a tout un développement de technologies, de radars, de détection via LIDAR ou autres systèmes, pour pouvoir repérer un drone, premièrement, l'identifier comme un drone ami ou ennemi, et puis éventuellement prendre une décision pour l'empêcher de nuire. Là aussi, Cocorico Wallon, une société comme ALX Systems, développe ce genre de solution et a une réputation internationale dans le domaine. Et il y a toute une branche
lié évidemment à l'intelligence artificielle qui intervient dans le processus. Alors, on sort aussi du domaine B2B pur industriel avec le domaine de récréatif. Vous avez peut-être vu les vidéos de la Saint-Patrick en 2021 qui a remplacé son feu d'artifice par une animation par drone. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller retrouver la vidéo sur YouTube. En bas à gauche, c'est une animation pendant la dernière cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et puis, on voit aussi le monde artistique se développer. On a des spectacles de danse qui mêlent humains et drones. Où est le lien avec l'intelligence artificielle? Ben, dites-vous bien que 200 ou 2000 drones en l'air pour faire une animation, il n'y a pas 200 pilotes au sol qui sont en train de les piloter à distance. Tout ça est planifié, testé avec des softwares, et il y a toute une intelligence de communication entre ces drones. Ils doivent être capables de s'adapter à une réaction d'un ou l'autre, et vous imaginez bien que si un danseur n'est pas en pleine collaboration avec des machines qui sont capables de s'adapter au mouvement, on risque vite d'avoir un doigt qui passe dans une hélice ou un drone qui va se cracher sur le danseur, ce qui n'est évidemment pas souhaité. Dans le monde de la logistique, on le développe aussi. Donc, de plus en plus d'industriels demandent des solutions pour gérer leur stock de manière efficace, que ce soit en termes de roulement dans le stock, mais aussi en termes de gestion de l'espace de stockage. Et là aussi, le drone peut amener une solution intéressante. Là aussi, l'intelligence artificielle va être nécessaire pour pouvoir distinguer les types de marchandises, le type de contenants, et avec l'appui d'autres technologies comme la 5G par exemple, pour pouvoir traiter une grande masse d'informations en temps réel ou quasi temps réel. Vous avez peut-être vu des exemples avec les grandes sociétés de transport qui ont fait des tests de livraison par drone. Bon, on dira sans doute que c'est le futur, même s'il n'est pas pour demain. Mais beaucoup de sociétés y réfléchissent déjà. Et donc, voilà un plan qu'a présenté Uber dernièrement avec des hubs qui concentrent aussi bien flotte habitée que non habitée, véhicules autonomes au sol ou taxi piloté directement derrière le volant, conduit. Et donc, tout ça pour dire que les sociétés innovantes sont dans cette dynamique et donc, d'une manière ou l'autre, ça va arriver. Une remarque qui est importante, c'est que ces sociétés qui développent des solutions à partir des systèmes autonomes ne sont pas forcément des experts en intelligence artificielle, même si elles en ont besoin. C'est-à-dire que l'expertise en intelligence artificielle, ils vont la chercher chez les partenaires. Et donc, l'évolution positive, elle se fera par la rencontre de ces deux mondes. Le monde de fournisseurs de services en termes de propriété intellectuelle et les utilisateurs qui vont l'intégrer dans un objet volant, rampant ou étant sous l'eau. L'exemple que je donne souvent, c'est quelqu'un qui, en achetant un drone sans visage photographe d'entreprise ou de mariage, s'il n'a pas des compétences en photo au départ, il ne pourra jamais faire une prestation de qualité, tout bon pilote qu'il soit. Si on va dans un niveau plus technologique, on est exactement sur la même chose. On ne s'invente pas développeur de software ou provider de solutions en intelligence artificielle du jour au lendemain. Et donc, ce croisement entre les développeurs et les intégrateurs est quelque chose de vraiment important. Alors, autre point, si on continue la réflexion par rapport à cette intelligence artificielle, un cas ici, c'est la détection d'un problème sur un viaduc. Deux options à l'heure actuelle, on crée un échafaudage depuis le sol et on monte jusqu'au niveau souhaité, ou à l'inverse, on doit descendre en rappel pour aller voir s'il y a une fissure, de la corrosion ou quelconque usure. Le drone, là, va permettre de gagner du temps et aussi de prendre un risque humain plus faible. Mais l'évolution, elle sera dans l'étape suivante, qui sera la détection automatique du problème et puis sa réparation. Donc, à l'heure actuelle, l'être humain n'est pas du tout remplacé par le drone. Le drone est un outil pour lui simplifier la vie. C'est-à-dire qu'il va aller chercher une information, la renvoyer à l'expert qui va prendre une décision, j'interviens, je n'interviens pas. L'étape suivante, ça va être que l'intelligence artificielle puisse lui permettre de ne traiter que les cas très spécifiques. C'est-à-dire que beaucoup d'informations vont déjà être prises par le drone et une décision éventuelle aussi. Et puis l'étape ultime, c'est non seulement le drone prend cette décision, mais est directement capable de prendre acte et d'éventuellement réparer une fissure.
D'autant plus que le drone, on le voit dans l'espace aérien, mais on utilise aussi les drones dans des espaces qui sont beaucoup moins accessibles. Donc imaginez une analyse d'une canalisation qui est à 15 mètres de profondeur, à 350 mètres du point de départ. L'information, elle est parfois difficile à renvoyer en direct parce que pas de lien de communication. Donc là, le traitement de l'information ne peut pas se faire en direct, premier problème. Et puis le deuxième, si on détecte un souci, il faut pouvoir intervenir. Est-ce que l'être humain est capable de rentrer dans cette canalisation et de faire le parcours sans prendre trop de risques? Et donc là aussi, l'intelligence artificielle va pouvoir permettre de dynamiser ce genre de service grâce à une prise de décision en temps réel. Je vous avais parlé des cas aquatiques, donc je voulais juste vous prendre un exemple qui est un groupe belge qui s'appelle ECA Group, qui est à la base une société franco-belge, qui va dronifier la marine belgo-hollandaise pour tout ce qui est détection de mines antipersonnelles. Et donc là, on parle de drones sous-marins, on parle de drones sur l'eau, on parle de drones aériens. Là aussi, un département intelligence artificielle est en interne chez eux pour pouvoir développer la reconnaissance des types de mines, le type d'intervention qui est à prévoir, le type de désamorçage qui est envisagé, et puis de mettre en branle toute la suite en fonction du besoin qui a été détecté. Alors, comment nous, on adresse ce genre de thématique dans les différentes zones de test dont je vous parlais tout à l'heure? On en a une qui est assez intéressante, qui est une zone de test intérieur avec des caméras de motion capture. Donc, ce sont les technologies qui sont utilisées dans l'industrie du cinéma pour la détection de mouvements. On va recréer en 3D des mouvements faits par un être humain. Ici, c'est exactement la même chose qu'on a adapté finalement aux machines. Et donc, on va pouvoir permettre de développer justement ces logiciels avec une précision en millimètres et en millisecondes, qui va permettre à l'entreprise de développer des solutions. Là, on est plutôt dans une phase de recherche TRL très bas. Par exemple, je dois développer une interaction, une intelligence artificielle qui soit capable de communiquer avec d'autres machines, avec d'autres logiciels, avec des éléments à distance. Comment est-ce que tout ça s'interface? Tout ça peut être testé et mesuré avec notre zone de test intérieur. Et donc la conclusion, en tout cas ma conclusion pour aujourd'hui, c'est qu'on n'ira pas en reculant sur le monde du drone et du système autonome. Donc il faut prendre le chemin, le train en marche. Et l'intelligence artificielle va permettre ce développement. Alors clairement, à l'heure actuelle, il y a encore des barrières qui sont essentiellement législatives. Il y a des règles qui sont à suivre et qui permettent positivement ou négativement de ne pas avoir des drones à tous les coins de rue pour le moment. Mais la technologie étant en avance sur le légal, l'implication de l'intelligence artificielle va vraiment pouvoir permettre de développer tous les futurs systèmes et permettre de rendre ces drones de plus en plus intelligents, de plus en plus cohérents par rapport à leur intégration dans des business actuels. Et je le répète, il y a de la place à prendre, peu importe votre boulot maintenant. Le monde du drone ne va pas se développer par des fabricants de drones, en tout cas pas que, mais par l'intégration de technologies existantes venant d'autres secteurs qui vont trouver un nouvel écrin finalement dans le système autonome, qu'ils soient encore une fois aériens, maritimes ou terrestres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse mes coordonnées et nos réseaux sociaux au cas où vous voulez en savoir plus, et je suis évidemment à votre disposition maintenant ou plus tard pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, Emilien. J'attends que la caméra vienne. Merci, Emilien, pour cette belle présentation et ce panorama de l'existant et du champ des possibles. Je vais donc passer à notre prochain intervenant, qui sera Romain Neuville. Est-ce que Romain nous revient? Le voilà. Bonjour, Romain. Romain qui nous rejoint donc en tant que responsable de l'équipe Data et Analytics d'EY Belgique. Alors, Romain est un spécialiste technique. Je vais essayer de vous expliquer en vulgarisant peut-être un peu dans l'introduction, avant qu'il ne le fasse peut-être en détail un peu plus. Il est titulaire d'un doctorat en sciences géomatiques axé sur la visualisation des données géospatiales 3D en environnement bâti. J'ai tout lu, je ne vous le cache pas. Alors, comment est-il possible de modéliser un volume, comme un arbre ou un bâtiment, pour que ce soit utilisable par un système informatique, et donc aussi par l'intelligence artificielle? Une technique courante, c'est de scanner l'environnement à laser pour mesurer toutes les distances qui séparent le capteur de l'objet visé. C'est donc une sorte de radar basé sur la lumière. C'est un light radar, donc un lidar. Ce lidar va générer ce qu'on appelle un nuage de points rassemblés dans une image.
qui servira donc de modèle de l'objet visé. Voilà. Romain a donc mené ses recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur base de données scannées par un capteur LIDAR monté sur un drone pour l'estimation de la structure des forêts. Avant de rejoindre EY, Ernst & Young, il a dirigé une équipe de recherche chargée d'évaluer les possibilités offertes par l'apprentissage profond pour l'extraction sémantique d'images optiques et de nuages de points LIDAR. Je laisserai sans doute préciser ce genre de choses. Enfin, il est pilote de drone certifié par l'Europe et passionné par la reconstruction cartographique 3D. Son intervention sera sur l'inspection par drone et la digitalisation des actifs, application donc de cas concrets, à la gestion du cycle de vie des infrastructures de télécommunication. Romain, je t'en prie. Merci beaucoup, Anthony, pour cette introduction. C'est vrai qu'effectivement, on va vous parler ici plutôt de l'utilisation du drone dans le milieu donc, des télécoms. J'essaierai d'être relativement compréhensif. L'idée vraiment aujourd'hui, c'est de vous donner donc, une introduction de cette utilisation spécifiquement pour la digitalisation d'assets et de répondre à la question du pourquoi. Pourquoi le secteur de la télécommunication est intéressé à travailler avec des drones. Également de susciter au niveau de l'audience, d'éveiller des questions par rapport à cette utilisation et potentiellement cette utilisation dans votre domaine d'activité. Alors débutons tout d'abord par une compréhension du marché du drone. Du marché plutôt donc des télécommunications. Pourquoi est-ce que les entreprises de télécommunications seraient intéressées? Alors tout d'abord, le marché de la télécommunication, c'est un grand marché. Si on s'intéresse notamment au nombre d'antennes en Europe, on a plus de 440 000 antennes en Europe, donc c'est assez conséquent. Et on attend dans le futur, lié notamment à des nouvelles technologies comme la 5G, une croissance annuelle de 1 à 3% de ce nombre d'antennes de tours cellulaires. Et puis, ces tours cellulaires aussi, on a de fortes activités d'un point de vue M&A, donc Merge and Acquisition, avec l'utilisation en fait de plus en plus de compagnies qu'on appelle les Tower Companies, qui possèdent ces différentes antennes cellulaires. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que fondamentalement, d'un point de vue des télécommunications et spécifiquement au niveau des antennes des tours cellulaires, il y a énormément de tours en Europe. C'est un marché qui est extrêmement dynamique lié aux nouvelles technologies. Et puis, il y a pas mal d'acteurs aussi sur le marché. Alors, au niveau de ces acteurs, je voudrais simplement distinguer les deux acteurs principaux. On pense très souvent aux opérateurs mobiles, mais il y a également de plus en plus, comme je disais, ces Tower Companies qui possèdent les tours cellulaires. Donc, il y a vraiment un split entre ceux qui possèdent ce qu'on appelle l'infrastructure passive, c'est-à-dire la tour en elle-même, mais également tous les systèmes de refroidissement, les systèmes d'équipement liés, par exemple, à l'aspect énergétique. Et puis, il y a également, bien sûr, les opérateurs mobiles qui louent ces infrastructures pour installer leurs propres antennes, délivrer donc leurs services mobiles. Et on distingue donc ces deux acteurs. Alors, c'est important d'avoir cette distinction en tête, puisque lorsqu'on parle du drone, spécifiquement, cela peut intéresser à la fois ceux qui détiennent les tours, mais également les opérateurs mobiles. Mais plus spécifiquement, cela va intéresser ceux qui détiennent donc les Tower Company, les tours cellulaires. Alors, à ce niveau-là, quels sont finalement les challenges que les entreprises, les opérateurs rencontrent sur le terrain? Premièrement, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les opérations classiques de gestion des antennes cellulaires, c'est une opération qui est relativement chronophage, essentiellement liée au fait que cela repose sur des inspections qui sont encore fortement manuelles, notamment au travers de plateformes type échafaudage ou encore des accès par voie cordée. Donc, c'est quelque chose qui est relativement chronophage. Ça nécessite donc un temps de préparation aussi sur le terrain qui est assez lent. Et puis ici, effectivement, c'est coûteux. Coûteux en termes d'équipement qu'il faut acheter, qu'il faut louer. Et puis, c'est risqué. Ça, c'est un point assez important. Le déploiement de ressources humaines sur le terrain pour grimper sur ces tours et les inspecter, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les opérateurs, mais qui est également risqué. Et puis enfin, quatrième élément, les techniques traditionnelles sont des techniques qui génèrent malheureusement toute une série d'erreurs aussi, liées au fait que l'inspection visuelle sur le terrain est relativement complexe. Et donc, comment est-ce que le drone peut
s'intégrer dans ce processus de gestion, dans ce processus d'analyse de ces tours cellulaires, et bien par différents éléments. Donc ici, on est vraiment dans une optique d'optimisation du processus de gestion des antennes et plus spécifiquement de l'inspection. On voit qu'il n'y aura pas que l'inspection. Et le drone, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Premièrement, il réduit les risques. Comme les risques, on ne déploie plus, ou en tout cas, on déploie moins de personnes sur le terrain. Ça, c'est un premier élément. Cela permet également d'avoir des inspections qui sont potentiellement plus fréquentes aussi, puisque l'inspection d'une tour est beaucoup plus rapide avec un drone que le déploiement de personnes sur le terrain. On augmente donc la productivité donc d'analyse de l'antenne en elle-même, et on réduit également fortement les coûts d'intervention, mais également les coûts de location ou d'achat de différents matériels. Et puis en fin de compte, on le verra aussi, l'intérêt c'est d'avoir de meilleures décisions, puisque vous utilisez des modèles virtuels à partir de l'utilisation de votre drone. L'idée, c'est de prendre toute une série de photos de votre antenne et puis de reconstruire un modèle virtuel 3D que vous pouvez analyser chez vous ou à votre bureau en toute simplicité. Et vous pouvez donc naviguer dans ce modèle et visualiser vraiment en détail les différents éléments qui se trouvent sur l'antenne. Alors ici, donc, je vais présenter une solution de l'entreprise Bentley Systems. Absolument pas, je ne vends pas absolument ce software, mais on a une relation particulière avec on a une relation business avec cette entreprise. Et donc, je vais présenter les différents modules de cet outil pour vous illustrer comment vous pourrez utiliser le drone et les modèles 3D. Donc là, c'est important. On utilise le drone sur lequel il y a un capteur, et de ce capteur, on va créer réellement un modèle 3D. Et comment est-ce que vous pouvez utiliser ce modèle 3D pour visualiser, inspecter, gérer le cycle de vie des antennes. Et donc, le premier pilier sur la gauche, c'est l'aspect visualisation. Donc, au travers de ce modèle 3D, vous allez pouvoir travailler dans un environnement immersif au niveau de l'antenne, au travers d'un modèle virtuel 3D. Les différentes tâches que vous allez pouvoir réaliser sont tout d'abord des tâches d'inventaire. Quelles sont les antennes qui se trouvent actuellement sur ma tour, dans quels états également elles s'y trouvent, mais également un travail d'audit. Une fois que vous avez demander à un prestataire d'installer de nouvelles antennes, est-ce que les antennes ont été correctement installées au bon endroit. Également un travail de gestion, vous allez pouvoir par exemple analyser l'état, le statut de vos différentes antennes. Et puis on a un aspect plutôt Advanced Analytics, c'est extrêmement important parce que quand on parle du deep learning, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment un point clé à cette étape. Alors pourquoi spécifiquement? Parce qu'une fois que vous avez votre modèle 3D, votre nuage de points, peu importe, vous avez quelque chose qui est très pauvre d'un point de vue sémantique. Vous visualisez effectivement l'antenne, mais vous ne savez pas automatiquement détecter la structure même de la tour, vous ne savez pas détecter automatiquement un équipement en particulier, une antenne en particulier. Donc là, vraiment, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir automatiser cette extraction les différents éléments que vous retrouvez sur les antennes. Et par différents éléments, ici, on parle donc de la structure, des différentes antennes, etc. Donc là, réellement, le rôle de l'intelligence artificielle, c'est pouvoir détecter, également classifier, c'est important aussi, une fois que je détecte un objet, de quel objet il s'agit, antenne, monture ou autre, et puis les conditions également. Vous allez pouvoir définir si votre antenne est en bon état, si vous détectez par exemple de la rouille ou autre. Et puis, troisième étape, l'intérêt d'avoir un modèle virtuel vous permet d'optimiser votre espace et d'effectuer toute une série de simulations pour l'installation de nouveaux équipements. Et par installation de nouveaux équipements, on parle ici de rentabilisation de l'antenne. Comment est-ce que je peux insérer de nouveaux éléments, de nouveaux équipements dessus? Et puis, quatrième étape, une fois que vous avez pu extraire vos différents éléments, vous allez pouvoir les modéliser. Et là, on peut créer toute une série de rapports plutôt orientés ingénierie, où là, vous allez pouvoir créer toute une série de plans 2D, à la fois dans la strate verticale, mais également dans la strate horizontale. Et donc, tout ça, bien sûr, ça a un intérêt d'un point de vue business, puisque ça permet d'économiser pas mal de temps, pas mal d'argent aussi. Donc là, je renvoie vers le lien qui s'y trouve ici en dessous de la slide pour plus d'informations sur les chiffres qui vous sont présentés. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire que fondamentalement, on a un gain en temps et en coût de gestion de ces antennes. Donc, on a bien sûr une diminution de ces coûts. Et puis, tout ça pour vous dire aussi que le drone, fondamentalement, donc ça peut aider ici, comme on l'a vu, les entreprises des télécoms à gérer leur asset, leurs antennes cellulaires, mais ça permet également de créer de nouveaux business models. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà même, donc, comme je le disais, de l'optimisation de processus, vous allez pouvoir également créer de nouveaux business vers vos clients. Donc là, on peut imaginer, par exemple, qu'une entreprise qui détient une antenne peut fournir toute une série de services aux opérateurs mobiles en disant
Voilà, on va vous fournir toute une série d'images, à vous ensuite de les analyser pour analyser par exemple le statut de vos antennes. Mais ce processus peut être également réalisé par la tour qui maintient également l'antenne, c'est plutôt un aspect data processing. Data analytics, c'est là où vous allez introduire du machine learning, détecter automatiquement les différents constituants de votre antenne, gérer effectivement donc, ces données et puis avoir vraiment une automatisation, c'est important, le terme d'automatisation des processus liés aux antennes cellulaires. Alors tout ça, bien sûr, si une entreprise se décide de franchir le pas de l'AI, du drone, bien sûr, il faut suivre toute une série d'étapes. C'est là que EY intervient pour définir, bien sûr, notamment les business use cases. Quels sont les différents types de drones qu'il faut utiliser? Quelle est la technologie? Est-ce qu'on parle plutôt de la technologie LiDAR ou plutôt de la technologie imagerie? Comment implémenter l'aspect IT, ou aussi comment implémenter l'aspect data au sein de votre entreprise? Quels vont être les nouveaux rôles et responsabilités à définir au sein de l'entreprise pour recevoir ces nouvelles technologies? Puis comment faire en sorte que toute l'entreprise puisse y bénéficier? Ça, c'est plutôt l'aspect numéro 4. J'amènerai juste sur une autre recherche totalement à l'opposé, que j'ai réalisé durant mon postdoc, c'est l'utilisation du drone en milieu forestier. Donc là, vous avez une vue en fait du drone qu'on utilisait avec un capteur LiDAR. L'objectif, c'était de cartographier donc en 3D la forêt et de pouvoir extraire automatiquement les arbres et plus spécifiquement ce qu'on appelle le diamètre 1,30 m, qui est le diamètre du tronc, ce qui permet ensuite de déterminer par exemple des quantités de biomasse ou des stocks de carbone qui sont stockés ou encore d'évaluer la quantité de bois, de charpente ou qui pourrait être extrait. Alors ici, vous voyez comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle? Ben, simplement, sur base ici, vous avez un exemple d'un arbre ici qu'on a extrait de façon assez grossière. Et puis, on a utilisé l'intelligence artificielle pour faire des clusters en fait de points. Et une fois qu'on a défini ces différents clusters de points, ensuite, on peut modéliser l'axe de l'arbre, l'axe du tronc. Et une fois qu'on a modélisé cet axe de tronc, on peut ensuite modéliser sa circonférence pour pouvoir automatiser l'extraction donc du diamètre 1,30 m. Donc, en résumé par rapport à la présentation, utilisation du drone spécifiquement pour de l'optimisation de processus au niveau spécifiquement des opérateurs mobiles ou des entreprises qui possèdent des tours cellulaires, également pour créer de nouveaux business. Et il y a extrêmement important pour automatiser ces processus qui, jusqu'à présent, c'était relativement chronophages. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et je suis ouvert à toute question, bien sûr. Merci Romain. Peut-être prendre le moment ici, c'est une question. Sinon, dans le chat, on peut y revenir ultérieurement. Ce sera peut-être plus pratique pour la dynamique de la présentation. Si vous pensiez que c'était déjà technique, je vous présente maintenant Caroline Senovitu, qui a une formation qui allie les mathématiques appliquées et la philosophie dans le domaine de l'optimisation numérique. Alors Caroline travaille maintenant depuis 2007 en tant que chercheuse experte de domaine chez Senairo, donc experte du machine learning et de l'optimisation. Alors Senairo est un centre de recherche bien connu de Skywin, puisqu'il était au départ lié spécifiquement à l'aéronautique, mais maintenant son expertise en modélisation et en simulation s'est étendue à bien d'autres domaines. Durant ses 15 ans d'expérience, elle a réalisé de nombreuses recherches axées sur le développement de techniques, comme par exemple sur l'optimisation basée sur la simulation, ou l'optimisation multidisciplinaire, la modélisation de substitution, l'apprentissage automatique et d'autres choses que même moi je ne comprends pas, donc je les laisserai très détailler. C'est le souhait. Son intervention aujourd'hui sera sur l'optimisation multidisciplinaire pour des applications aéronautiques, spécifiquement en use case, dans le cadre d'une optimisation conjointe de la conception de la fabrication de pièces composites en collaboration avec la Sonaca, une autre entité bien connue dans la région. Caroline, je te laisse la suite. Merci Anthony. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu des soucis. Oui. Parfait. Oui. Parfait. Ok, merci. Antoine, alors merci de faire le passage entre les slides. Merci pour la présentation. Donc tu peux passer à la planche suivante. Ou je prends le contrôle, Antoine, je ne sais pas. Antoine? Je peux prendre le contrôle, Caroline. Ah voilà, je t'autorise. Oui. Voilà, super. Dis-moi si c'est OK. Je teste juste si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. OK, super. Mais donc voilà, comme ça vient d'être présenté, je viens de Senairo, donc un centre de recherche agréé. Et notre mission principale, c'est de fournir aux entreprises des
des méthodologies et des outils de simulation numérique et de conception avancée. Donc on a été créé en 2002 pour apporter vraiment un soutien à l'industrie aéronautique, mais comme vient de le dire Anthony, depuis on s'est diversifié dans différents domaines, donc dans le secteur du transport de façon plus large, mais aussi dans l'industrie manufacturière, l'énergie, les bâtiments ou encore le biomédical. Et alors, on est partenaire stratégique du groupe Safran depuis 2007, notamment autour de la conception, mais pas que. Et alors, dans le cadre du plan de relance de la région wallonne autour de l'aéronautique, on a une forte collaboration avec Safran Aérobooster, mais aussi avec la Sonaca. Ah, mais non, voilà. Alors, en termes de compétences à SN Aero, vraiment notre cœur de métier, c'est la simulation numérique, que ce soit multiphysique, multi-échelle, multifidélité, donc simulation donc, fluide, structure, thermique, acoustique, en composite, comme je vais vous présenter aujourd'hui. Simulation aussi bien du comportement d'un produit, mais aussi du procédé de fabrication, par exemple. Et alors, les simulations sont utilisées vraiment tout au long du cycle de vie, que ce soit pour la conception et le design au départ d'une pièce, par exemple, pour le suivi de son opération ou pour l'analyse de sa durée de vie. Et alors, comme je vais vous l'expliquer plus en détail ensuite, on développe des outils d'optimisation et d'exploration de concepts basés notamment sur des modèles prédictifs de type machine learning et des capacités d'analyse de données et d'aide à la décision. Et alors, en termes vraiment de chaîne de calcul, de simulation, on a vraiment une approche, je vais dire, couteau suisse. On développe à la fois nos propres outils métiers, mais aussi en fonction de l'environnement client ou partenaire. On utilise aussi des outils commerciaux et open source, vraiment avec une interopérabilité dans nos chaînes de calcul entre tous ces outils. Et alors, on est aussi opérateur du supercalculateur Tier 1 de Wallonie qui va bientôt être remplacé. Et l'inauguration du nouveau calculateur aura lieu le mois prochain à Siska. Alors, comme je le disais, le cœur de métier de SN Aero, c'est vraiment, ça reste la simulation numérique, mais notre ambition, c'est vraiment de conjuguer intelligemment simulation numérique avec le HPC et l'intelligence artificielle. Donc, la physique reste vraiment au cœur des méthodologies d'optimisation qu'on développe, qu'elles soient basées donc, principalement sur la simulation numérique, mais aussi potentiellement sur des données expérimentales. Mais que ce soit avec la simulation ou les données, on reste confronté à des données qui sont coûteuses, puisqu'en général, les simulations prennent plusieurs heures de calcul, même sur un supercalculateur, donc coûteuses à obtenir et donc rares. Et donc, on n'est ici pas confronté au big data, mais plutôt, je dirais, au challenge du small data, et donc de ce qu'on appelle le frugal learning, donc d'essayer de construire des modèles approchés qui sont efficaces avec peu de données. Et donc, on va exploiter des modèles prédictifs de type machine learning et combiner simulation et machine learning pour avoir des approches de modélisation hybrides dans différents domaines d'application, même si aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur l'aéronautique. Alors, en termes vraiment d'optimisation et de conception à SN Aero, notre expertise est duale. Donc, d'un côté, on développe, ça s'est réalisé dans mon équipe, on développe vraiment la plateforme d'optimisation qui s'appelle Minamo, donc qui est faite pour de l'optimisation multidisciplinaire basée sur les simulations de fidélité. Et on a développé aussi toute une interface graphique avec des outils d'analyse qui permettent vraiment de comprendre et de piloter l'optimisation. Et à côté de ça, on a aussi une expertise forte dans le développement de méthodologies d'optimisation pour différents domaines d'application. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment la définition et la spécification du problème d'optimisation. Donc le choix des paramètres qu'on va faire varier, de leurs bornes, le choix et la précision des modèles qu'on va utiliser, et la définition des objectifs et des contraintes. Et cette partie-là est vraiment aussi très importante et doit vraiment être faite en collaboration avec les équipes métiers pour bien vraiment comprendre physiquement le problème. Parce que si le problème est mal posé, vous avez beau avoir le meilleur optimiseur, derrière, il ne fera rien de bon. Donc, cette étape-là est vraiment importante.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais donc c'est le schéma de fonctionnement principal de la plateforme d'optimisation qu'on développe à Senaero. Et comme je vous le disais, la simulation est trop coûteuse, et donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un premier plan d'expérience où on va calculer certaines simulations numériques pour certaines combinaisons paramétriques de l'espace, et ensuite on va construire des modèles approchés, donc de type machine learning, qui eux vont pouvoir être interrogés en temps réel et sur lesquels on va pouvoir chercher un optimum, puisque ça va être peu coûteux. Et cet optimum, je veux dire au sens du métamodèle qu'on va trouver, on va le réévaluer avec la vraie simulation numérique pour recalibrer quelque part notre modèle, et donc on va continuellement enrichir la base de données et améliorer la précision du modèle de machine learning qui est censé représenter notre simulation numérique trop coûteuse. Donc c'est vraiment le principe, c'est d'extraire un maximum d'informations d'un nombre minimum de simulations. Alors, on exploite ces modèles prédictifs à Senaero pour différentes choses. Donc, comme je l'ai dit, pour l'exploration de concepts et l'optimisation. On les utilise aussi dans les outils d'analyse qui permettent vraiment d'assister le processus d'optimisation, pour de la propagation d'incertitudes, pour du contrôle, par exemple, ou encore pour de la détection d'anomalies ou de défauts, ici, par exemple, dans des connexions filetées pour détecter du grippage. Et alors, en termes de métamodèles et de modèles de machine learning, alors je ne veux pas rentrer dans les détails non plus des modèles de machine learning, mais voilà, on utilise aussi bien des modèles d'interpolation, régression, de classification, mais aussi des méthodes qui permettent de reconstruire non pas juste des valeurs scalaires, mais voilà, des champs ou des grandeurs vraiment vectorielles. Donc par exemple ici, pour reconstruire un champ de température dans une chambre de combustion. Et alors on permet aussi de construire des modèles qui vont conjuguer différents niveaux de complexité ou de fidélité. Donc ça peut être conjugué ensemble des données expérimentales avec des données simulées numériquement, ou combiner des données simulées numériquement mais avec différents niveaux de fidélité. Donc sur un maillage plus grossier par exemple et un maillage plus fin, mais pour vraiment venir enrichir avec de la donnée moins coûteuse. Et alors ici, juste un premier exemple de ce qu'on peut faire avec la plateforme d'optimisation ici. Donc ici, on va chercher à optimiser en fait la géométrie d'une aube, donc d'une soufflante qu'on voit ici à droite. Et c'est une conception ici aéroméca-acoustique. Donc l'idée, c'est de trouver la forme optimale de l'aube pour avoir le meilleur rendement du moteur, mais aussi on a certaines contraintes mécaniques et aussi acoustiques, parce que par exemple on veut que le moteur fasse au final le moins de bruit possible, en tout cas qu'on limite les nuisances par exemple au décollage et à l'atterrissage. Et donc ici ce que la vidéo représente, c'est les variations. Voilà, les variations des différentes formes d'aube qu'on peut explorer pendant le plan d'expérience. Donc vous voyez qu'on va vraiment vers des aubes très, très différentes les unes des autres. Et une fois qu'on va ajouter nos contraintes au problème d'optimisation, donc des contraintes dans un premier temps mécaniques, vous allez voir quand le petit cadre va devenir bleu, là on va vraiment ne plus permettre des variations trop fortes, puisque sinon mécaniquement l'aube ne sera pas fabricable, et au final on va arriver vers une géométrie optimale. Donc vous voyez ici les modifications deviennent plus restreintes et on arrive à une aube optimale. Et alors, le cas d'application maintenant sur l'optimisation technico-économique d'un flap en composite. Donc, le flap, vous voyez, c'est le dispositif que vous voyez ici sur les ailes d'un avion. Donc ici, c'était réalisé en collaboration avec la Sonaca, et l'objectif, c'était d'optimiser en fait un flap qui était déjà en production à la Sonaca, mais de voir si on pouvait encore l'améliorer, notamment réduire la masse. Donc le but, c'était d'améliorer les performances aérodynamiques et donc de réduire l'impact environnemental. Et donc l'objectif était double, je veux dire technico-économique. D'un côté, on voulait minimiser les coûts
donc en identifiant, comme je le disais, une réduction de masse, mais aussi une minimisation du taux d'attrition lors de la découpe des plis, je vais l'expliquer après, mais aussi maximiser les performances du produit. Et donc, on a utilisé ici donc, notre plateforme d'optimisation, Minamo, d'abord pour réaliser l'optimisation de la structure. Donc, on cherchait à minimiser la masse totale. Donc, c'est une structure en composite. Hein, donc, on a, vous voyez ici, un empilement de plis. Et donc, les paramètres ici qu'on faisait varier pour essayer de trouver cette minimisation de la masse, c'était le nombre de plis, donc le nombre d'empilements, et le pourcentage d'orientation de plis à plus et moins 45 degrés. Et à côté de ça, on doit respecter toutes des contraintes de règles de conception et d'intégrité structurelle du flap. Et donc, voilà, grâce à Minamo, on a obtenu ici une réduction de masse de plus de 9%, tout en respectant toutes les règles de conception et aussi les contraintes mécaniques et structurelles. Et ensuite, on a réalisé une optimisation du coût de fabrication. Donc ici, l'objectif, c'était, le coût de fabrication, c'est la somme en fait des coûts matériaux, mais aussi de main d'œuvre, puisque ici, on va chercher à trouver les configurations de découpe de plis qui vont minimiser les coûts, donc pour notamment avoir le moins de déchets possible, puisqu'on a un grand rouleau qu'on voit ici, sur lequel on vient découper les pièces dont on a besoin. Et forcément, si on fait des découpes beaucoup plus petites, plus compliquées, en main d'œuvre, ça va coûter plus cher. Donc c'est vraiment un compromis à trouver entre le coût matériaux pour ne pas faire trop de déchets et en même temps le coût de la main d'œuvre. Donc on était sur un problème avec plus de 200 paramètres qui étaient l'emplacement des plis à découper et de nouveau avec des règles de conception et de fabrication à respecter. Et ici, on a pu obtenir dans un premier temps une réduction des coûts de matériaux de plus de 7%. Et combiné avec le coût de la main-d'œuvre, on arrive à un total de plus de 2% de coût. Donc, par rapport à la méthode et au flap qui était déjà en production depuis quelques années à la Sonaca. Et donc, voilà, si on regarde de façon globale, l'optimisation à la fois de la conception et de la fabrication, on arrivait à une réduction totale de coût de 11%. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop technique. Merci. Pas de souci, c'est très bien, merci bien. Et l'intérêt justement d'avoir cette gradation au niveau technique et scientifique, c'est de montrer qu'il y a plusieurs points d'accès maintenant au niveau de l'intelligence artificielle, qui est devenu un outil qu'on peut utiliser de façon, je dirais, extrêmement vulgarisée sur des plateformes web qui peuvent générer des musiques de façon automatique, qui peuvent transformer des pochettes d'albums. J'ai vu ça récemment, où on peut mettre votre pochette d'album favorite et on fait une interprétation plus ou moins réussie selon les cas. Mais bon, ça, c'est le résultat, mais il y a des résultats intéressants sur des modifications d'images, de sons, génération même maintenant. Et donc, on l'a déjà vu. Il y a les outils qui peuvent vous permettre d'intégrer de l'intelligence artificielle sans code, quasiment, dans un process. Maintenant, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font au niveau de l'informatique pure, au niveau du web. Mais bien sûr, comme l'a précisé Emilien, on ne devient pas un expert drone photographe sans être photographe à la base. On ne devient pas un expert de l'intelligence artificielle comme les Carolines, sans être au départ déjà scientifique et averti sur ce qu'il faut faire, avoir un minimum de connaissances statistiques. Mais comme elle l'a démontré, il y a des services maintenant, des partenaires qui existent et des aides dont Antoine va nous donner, je pense, un petit aperçu juste après qui existent. Donc, le petit mot de la fin avant la conclusion d'Antoine. Si ce séminaire vous a inspiré, vous a donné des idées, vous a évoqué quelque chose pour votre business, pour des idées de recherche, sachez donc qu'il y a effectivement plusieurs points d'accès. Il y a un environnement qui peut vous aider, que ce soit moi-même chez Skywin, Emilien Watley au niveau des drones,
si c'est votre axe d'entrée principale, ou Antoine Hublet à l'agence du numérique. Vous serez les bienvenus. Un petit point qui est commenté d'ailleurs assez intéressant par Philippe Compère de l'agence du numérique. Donc il y a un groupe de travail au niveau de l'observation de la Terre qui existe déjà depuis, je pense, plus de 10 ans au niveau scientifique. Donc typiquement au départ pour l'utilisation de données satellitaires. Maintenant, un exercice est en train d'être réalisé avec une enquête qui est dans le chat. Si ce n'est pas dans le chat, on le renverra sur demande sans souci. Dans le cadre donc, de ce groupe de travail d'observation de la Terre, mais justement pour faire le lien avec la couche inférieure au niveau des satellites, qui est effectivement le drone, qui lui-même capture des données similaires. Et donc, il y a une enquête qui est en cours et il y aura un événement en 2023 qui sera organisé en partenariat avec l'ICEP, qui est le centre. Ah, nous avons perdu Anthony. Je me permets du coup de rebondir et vous partager en attendant dans le chat 2 appels qui sont en cours pour le programme Digital Wallonia for AI. Donc si vous souhaitez débuter, si vous êtes inspiré, vous avez aussi envie de vous lancer dans le bain de l'intelligence artificielle, sachez que 2 dispositifs sont ouverts aujourd'hui. Un Startia pour faire de l'idéation, c'est-à-dire pour identifier les opportunités de l'intelligence artificielle avec un expert dans le domaine. Tremplin IA qui vise à développer un POC, tester la faisabilité d'un projet où l'expert va vraiment, à nouveau un expert va vous aider à mettre les mains dans le cambouis pour développer votre projet.